monitoring, de vérification, d'analyse, du respect des lois, de l'application fidèle et authentique des lois, la CAJ, nous avons pris le temps de pouvoir nous imprégner de cette condamnation, de cet arrêt. Nous nous sommes procurés de la copie de la décision et pendant tout ce temps, nous ne faisions que les parcourir. Nous nous sommes rendus compte que, premièrement, c'est ce que vous allez constater dans notre communiqué de presse, que la Cour suprême de justice a eu à se faire réellement instrumentaliser parce que, en résumé, lorsque vous regardez dans la décision qu'elle a rendue, la façon dont elle a fait la narration des faits, c'est une narration tendancieuse. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Et nous avons, à votre intention, relevé quelques faits. Vous allez constater, par exemple, que dans la narration des faits, dans une décision d'une haute cour comme celle-là, on ne parvient pas à indiquer, par exemple, les lieux et le temps où les présumés pères des filles seraient partis à la découverte de l'immeuble de l'honorable Eugène Diomi Ndonga, c'est-à-dire là où se trouvait son bureau. La reine ne le dit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des points sur lesquels il y a eu des flous qui ont demeuré. Il y a le nom, par exemple, du prétendu père des filles, qui n'est pas révélé dans l'arrêt, dans la décision. Mais c'est incroyable. Comment est-ce que une haute cour comme celle-là peut arriver à faire une narration des faits après avoir instruit et après s'être considéré comme suffisamment éclairé, mais être incapable d'indiquer les noms des prétendus pères des filles. Et puis, vous allez constater ce que nous avons constaté, que la Cour n'a pas pu expliquer l'irruption intentionnelle de la Jeep de la police, par exemple, au lieu où les prétendus pères des filles auraient frappé les deux filles, parce que on avait considéré que, et ça a été toujours soutenu, que c'était par hasard que la police qui aurait été en patrouille se serait retrouvée à l'endroit où les prétendus pères étaient en train de frapper les filles pour qu'elles puissent lui dire ou lui indiquer l'endroit où ils s'étaient retrouvés le lendemain lorsqu'elles étaient rentrées tard à la maison. Donc, ça, ce n'est qu'un petit résumé, mais lorsque nous allons rendre public le rapport, il y a tout un tas d'incohérences que nous venons de dénoter dans la décision de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation, qui démontre clairement que cette dernière a été instrumentalisée, qu'elle n'a pas eu le temps d'instruire de manière objective sur le déroulement des faits. Et la CAJ, nous avons encore constaté, en épluchant cette décision de justice, et ce qui a été dit tout ce temps, qu'effectivement, le président Diomi Ndonga a été empêché à dessein et de manière volontaire à pouvoir se défendre. Et cela est repris même dans la décision. Surtout à la date du 12 mars 2014, lorsque la Cour a eu à prendre en délibéré les dossiers, cela est noté là-dedans, il est clairement indiqué que ce jour-là, ses avocats s'étaient retirés de la barre, et lorsqu'il est resté, il a demandé à la Cour de pouvoir lui accorder un tout plus bref délai de remise pour lui permettre de bien préparer sa défense, ainsi se faire assister de ses avocats, ou à tous les moins, peut-être prendre d'autres avocats s'il arrivait que ceux qui s'étaient retirés n'acceptaient plus de revenir.
Mais la Cour a refusé. Et ce qui est grave, c'est que dans la décision, la Cour verse dans des sentiments personnels, les juges. Ils disent par exemple que la Cour ne peut pas réouvrir les débats, par exemple, parce qu'elle a constaté, et ça c'est une juridiction qui le dit, qu'elle a constaté que depuis que ce procès avait commencé, les prévenus, à savoir Eugène Diomine Dongala et ses avocats, ont multiplié des dilatoires pour retarder la décision qui devait intervenir dans les dossiers. Allez-y comprendre quelque chose. Qu'une juridiction de droit écrit, c'est-à-dire une autre cour qui est appelée à protéger les droits de la défense, se permet de faire l'état de ses propres opinions, ses sentiments personnels, c'est-à-dire ça, ce sont des sentiments des membres qui ont siégé, en considérant que la demande d'une remise constitue un dilatoire de la part de quelqu'un qui était resté dans la salle sans avocat et qui devait faire face au ministère public sur des questions de droit, des questions techniques. Est-ce que c'est normal ça? On n'a jamais vécu ça. Et ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se concevoir. Parce que une juridiction, les juges, ce sont des gens qui doivent être, comme on dit, au-dessus de la mêlée. Ils ne doivent pas se mêler des sentiments. Ils doivent juger toutes les personnes qui sont devant eux comme des personnes d'abord qui sont censées être innocentes jusqu'à ce que la décision de leur culpabilité soit prononcée. Mais comment est-ce que les membres de cette cour ont pu considérer que la demande d'une remise constituait un dilatoire, des manœuvres dilatoires pour retarder, et surtout pour se défendre par rapport au ministère public. Donc vous comprenez déjà qu'avec cette décision aujourd'hui, nous avons à suffisance de preuves établissant que ceux qui avaient siégé comme juge dans la cause qui a débouché à la condamnation de 10 ans de prison ferme de l'honorable Eugène Diomine Dongala, c'était des juges non indépendants, non impartiaux. Parce qu'un juge indépendant ou un juge impartial ne peut pas soutenir ce genre de choses. Il doit seulement constater que le prévenu a sollicité la remise parce que ses avocats n'étaient plus là. Nous lui avons accordé cette remise et qu'à la date de la remise, par exemple, il n'a rien fait pour faire venir ses avocats ou que ses avocats étaient venus. Nous lui avons accordé la parole et le temps suffisant pour se défendre et qu'il n'a pas voulu se défendre. Et par conséquent, nous considérons que son silence vaut l'acquiescement. C'est comme ça que le juge doit se comporter. Mais ici, je vous dis sincèrement que ces raisonnements établissent clairement que le président Diomine Dongala n'a pas eu droit aux juges indépendants et impartiaux. Enfin, nous avons constaté que comme ça a été dit, qu'il n'avait pas eu droit à son juge naturel, tel que garanti par la Constitution et les instruments juridiques internationaux, qui disent que toute personne a droit à être jugée que par son juge naturel. De telle sorte qu'aujourd'hui, un citoyen civil qui n'a jamais été militaire ou qui n'est pas militaire, qui aurait commis les infractions, et surtout s'il ne les a pas commis avec des militaires ou des policiers, ne peut pas être arrêté et être jugé par des militaires. Si on l'amène là-bas, il va dire seulement que non, vous êtes incompétent, parce que vous n'êtes pas
mon juge naturel. Mon juge naturel, moi en tant que civil, c'est le juge civil. Donc je dois aller là-bas. Ou lorsqu'il arrive là-bas, au lieu que la composition du tribunal soit constituée de nombres, si c'est de 5, tel que prévu par la loi pour cette juridiction, s'il fait face seulement à 2 ou 3, il doit leur dire que non, je ne suis pas en face de mon juge naturel, parce que la composition telle que vous êtes aujourd'hui viole l'article tel qui dit que cette juridiction, lorsqu'elle doit siéger, elle doit être constituée d'autant de juges. Mais comme vous n'êtes pas complet, je vous demande d'abord de rentrer, d'être complet pour que je puisse maintenant répondre. Parce que c'est mon droit aussi d'être jugé dans les formes prévues par la loi. C'est ça qu'il faut entendre par juge naturel. C'est à la fois les tribunaux composés ou constitués des juges qui sont prévus pour les cas, pour la personne, et le nombre tel que déjà prévu par la loi. Or, dans son cas, la Cour suprême faisant office de la Cour de cassation, il est dit que, comme lui était poursuivi pendant cette période comme député, il était logique qu'il soit justiciable ou qu'il soit présenté devant la Cour suprême de justice qui fait office de Cour de cassation. Et la loi indique que lorsque la Cour suprême de justice siège comme Cour de cassation, pour juger notamment quelqu'un comme un député, parce que le député, quand il est déféré devant la Cour de cassation, il est jugé en premier et dernier ressort. La composition de cette juridiction-là, c'est-à-dire de cette Cour suprême faisant office de la Cour de cassation, doit être celle qui est constituée ou composée de 7 membres. Et la loi indique, c'est l'article 34, indique que même les 7 membres-là doivent être 4 qui sont tous des présidents des chambres, donc doivent être des présidents des chambres de la Cour suprême, et les 3 doivent être des conseillers parmi les plus anciens. Donc, comme aujourd'hui la Cour suprême a plus ou moins 28 membres, pour constituer cette chambre-là de la Cour de cassation, qui devait juger l'honorable Eugène Diomine Dongala, la chambre devait être constituée de 7. Parmi les 7, on devait veiller à ce que 4 soient ceux qui ont déjà le grade de président des chambres, et les 3 autres devaient être puisés parmi les conseillers, mais les plus anciens. Mais lorsque nous prenons la décision du 26 mars de l'année en cours, nous constatons qu'il n'y a eu que 5 membres qui ont composé la chambre qu'il a jugée et qu'il a condamnée. Et parmi les 5 là, il n'y a qu'un seul président, un seul magistrat qui a le grade de président des chambres, à savoir les magistrats Ngoï Kalenda. Les restes, ce sont des conseillers tous. Et nous avons constaté que parmi les 4 conseillers là-bas, 2 sont les récents à être nommés, c'est-à-dire ceux qui ont été promus au grade de conseillers l'année passée. Donc, vous comprenez que dans son cas, il a été jugé et condamné par la Cour suprême faisant office de Cour de cassation, mais en violation de la loi. Parce qu'on n'a pas respecté le contenu de la composition. Donc il y a eu une chambre qui a siégé de manière irrégulière. Et en cette matière, la loi dit que lorsque une juridiction a siégé de manière irrégulière, la décision qu'elle prononce est non exécutoire, c'est-à-dire elle est nulle, elle n'a pas de force exécutoire. Une pareille décision, parce que c'est une décision irrégulière. En d'autres termes, aujourd'hui, nous avons,
les droits, où nous sommes en droit de considérer que M. Eugène Diomine Dongala est détenu sur base d'une décision rendue par une composition irrégulière, donc une décision illégale. Et que par conséquent, il doit être remis en liberté. Parce que n'ayant pas été condamné par une juridiction composée de manière régulière. Et la preuve de ce que nous disons, c'est que nous avons constaté entre-temps que lorsque le dossier du député Jean-Bertrand Ewanga commence, la Cour suprême, la même Cour suprême faisant office de Cour de cassation, a eu maintenant la présence d'esprit, je ne sais pas, ou pour quelles raisons, et nous considérons que c'est pour des raisons subjectives, a eu cette fois-là à composer la chambre à 7. Même si, nous considérons que même dans le cas de Ewanga aujourd'hui, on n'a toujours pas scrupuleusement respecté la loi, parce que parmi les 7 là, nous avons constaté que la dernière fois, il n'y avait que le président Touka, qui seul a la qualité de président, et que tous les restes, ce sont des conseillers. Donc, même dans ce cas-là, en dépit du fait qu'il y a maintenant 7 qui composent la Chambre, on n'a toujours pas respecté la loi. C'est ça l'esprit de la Cour suprême. C'est ça l'esprit qui conduit nos magistrats, et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous ne pouvons pas nous taire sur ça. Nous dénonçons parce que notre souci, c'est de faire changer les choses et de voir les lois de notre pays respectées de manière scrupuleuse. Donc, nous disons que le président Eugène Diomine Dongala, à ce jour, est détenu sur base d'une décision rendue par une composition irrégulière, et par conséquent, il doit être remis en liberté. Et la CAJ réclame sa remise en liberté sans condition. Parce que détenu sur base d'une décision rendue par une composition irrégulière. Laquelle décision dans cet état de choses n'a pas de force exécutoire, est censée être nulle. Il doit être remis en liberté. Et dans la lettre que nous avons envoyée au premier président de la Cour suprême, dans laquelle nous avons soumis les mêmes observations en attendant de lui communiquer notre rapport détaillé, nous lui avons fait savoir qu'au terme du droit international des droits de l'homme, une personne qui est détenue sur base de décisions non légitimes ou non légales, cette personne est à considérer comme victime de torture au terme de la définition donnée par l'article 1er de la Convention qui interdit la pratique de torture ou de mauvais traitements. En d'autres termes, aujourd'hui, les douleurs qu'il est en train de subir, les souffrances qu'il est en train de subir par le fait de cette détention, considérée comme étant faite sur base de cette décision que nous décrions au vu de ces éléments, il est aujourd'hui victime de tortures. Et comme la RDC a déjà ratifié cette convention, a même introduit dans son arsenal juridique interne l'infraction de torture, nous avons relevé à son intention qu'ils doivent éviter demain après-demain d'être eux-mêmes individuellement, avec tous les autres qui concourent à cette détention, d'être poursuivis, soit sur le plan interne, soit sur le plan international, pour torture. Et nous espérons recevoir du premier président
dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant la publication de notre rapport détaillé. Au moins, nous lui avons donné la quintessence de ces rapports, leur point de vue, leurs observations, qui nous disent par exemple que non, cette décision est valable et qu'ils nous justifient pourquoi dans le cas de l'honorable Diomi Dongala, la Chambre a siégé à 5 au cours de la même année et au nom de la même loi pour l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, la Chambre siège aujourd'hui à 7. Et vous qui passez souvent, qui suivez ces procès, vous savez qu'il siège à 7. Et nous avons des preuves. Nous avons pris soin d'obtenir même la copie de l'ordonnance de mise en détention préventive de l'honorable Ewanga, qui reprend tous les 7 noms. Et nous avions même mis en annexe de notre lettre la copie de cette ordonnance pour que le premier président ne prétexte pas l'ignorance de l'existence de cet état des choses. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé, après avoir lui envoyé cette lettre, après avoir encouragé aussi l'honorable Eugène Diomi à exercer toutes les voies de recours, et nous les félicitons pour l'avoir fait à travers ses avocats, parce que ces avocats aussi ont écrit au premier président pour relever les mêmes problèmes, et il a même introduit une requête en prise à partie contre les 5 magistrats, dont le président Ngoï Kalenda, qui ont siégé en violation flagrante de la loi. Qui, comme vous l'avez vu dernièrement, il a encore siégé comme président dans une autre chambre, mais cette fois-là à 7. Alors, ils doivent maintenant justifier pourquoi, dans le cas de Diomi Dongala, ils ont siégé à 5. Et que, dans la suite, maintenant, la Cour suprême siège à 7. Voilà pourquoi, chers journalistes, membres de la presse, nous avons pensé vous entretenir sur cette question et nous avons recommandé vivement aussi au président Diomi Dongala de ne pas hésiter à pouvoir exercer toutes les voies de recours, même sur le plan international, c'est-à-dire devant les mécanismes de respect des traités, les organes des traités des Nations Unies, afin de faire défendre ses droits et éventuellement obtenir, pourquoi pas, l'annulation de cette décision sur le plan international pour violation grave de ses droits fondamentaux. Voilà ce que nous avions à vous dire en résumé et nous restons à votre disposition pour quelques questions de clarification. Merci, Maître Georges, pour cet exposé qui est si clair. Je crois que nous avons tous suivi la pour dénoncer les différents qui ont été relevés dans l'arrestation. Sans plus tarder, nous allons passer Muriel avec... Oui, merci pour la parole. Muriel, Maître, c'est pour savoir pourquoi Diomi Dongala, qui a été condamné déjà à 10 ans de prison, il est encore une fois de plus traîné au TG Gomé par le même parti et autour des mêmes faits. Donc, c'est un peu ça ma question. Maître Georges, vous venez de dire que vous avez soumis un rapport détaillé à la Cour après la condamnation du député Eugène Diomi Dongala. Est-ce que ce n'est pas ce que vous-même vous appelez, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans votre propre turpitude pour avoir séché la dernière audience qui a vu le député Eugène Diomi Dongala condamné à 10 ans du fait que vous n'avez pas plaidé? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même coupable en tant que ses conseils? Merci. J'ai une question à poser à Maître Georges. Depuis la décision arrêtée par la Cour suprême jusqu'à la date d'aujourd'hui, est-ce que cette résurgence est venue par le fait que son collègue Bertrand Ewanga est arrêté et vous avez pu faire la comparaison entre les deux décisions
ou alors ce sont peut-être vos analyses qui ont été un peu lentes jusqu'à ce que le fait de Wanga vous surprenne. C'est Chantal Kaba sur les Congo et Télévision. J'aimerais savoir, parce que Maître Georges, vous avez parlé de la composition qui a été à 5 magistrats, qui était composée à 5 magistrats, et de l'autre côté, il y a 7 magistrats par rapport au dossier Wanga. Mais est-ce que ce moyen, cette exception a été soulevée à l'audience? Et j'aimerais savoir quel a été le sort qui a été réservé à la Cour suprême de justice par rapport à cette exception. Donc, est-ce que la Cour s'est prononcée malgré l'exception d'irrégularité? Je ne sais pas comment la Cour s'est prononcée. Moi, je voudrais seulement avoir un petit éclaircissement. La Cour suprême de justice n'est peut-être siégée que faisant office de cour de cassation ou faisant office de cour constitutionnelle, ou peut-il aussi siéger en tant que Cour suprême de justice tout court. Parce qu'il n'a pas compris, déjà au premier dernier sort, c'était un premier procès, n'a pas allé en cassation, mais comment a été jugé par une cour de cassation? Il n'a pas bien compris. Myriel demande pourquoi on l'a encore traité devant les TGI. Bon, on ne l'a pas traîné devant les TGI pour les mêmes faits. C'est une différence qu'il faut faire. Au TGI, ce sont maintenant les parties qui se considèrent comme victimes qui l'ont traîné là-bas pour demander les dommages et intérêts. Partant du fait que, comme on l'a condamné par la Cour suprême, ils ont maintenant une base pour justifier la demande des dommages et intérêts. Donc là-bas, au TGI, c'est seulement pour les dommages et intérêts, et ils ont introduit une demande de 20 millions de dollars. Vous voyez que c'est vraiment fou. Bon, c'est leur droit d'écrire ce qu'ils veulent. Hein? Alors, c'est différent, donc c'est important de les mentionner. Cyril dit, on a séché. Non, d'abord je voudrais dire que nous, en tant qu'ACAJ, nous ne sommes jamais intervenus directement en tant que conseil dans le procès. Le président Diomi avait un collectif d'avocats qui intervenaient directement. Nous, on venait à l'appui sur d'autres plans. Parce que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, notre travail, c'est d'observer, surveiller, nous assurer que la personne qui est poursuivie, sans prendre déjà parti, c'est une personne qui est poursuivie non pas pour des raisons politiques, ou qu'on ne voudrait pas utiliser la justice pour y régler des comptes. Ça, c'est notre travail que nous faisons. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne dénonçons pas, il n'y aura plus d'opposants. Et nous-mêmes qui sommes défenseurs des droits de l'homme, nous risquons de ne plus survivre. Parce qu'il suffit seulement que vous critiquiez la position du gouvernement, demain on va dire, on va vous trouver une qualification pénale et on vous condamne et c'est fini. C'est-à-dire nous allons rentrer un peu au régime de ces schools-là, la Deuxième République, où la dictature, où celui qui osait critiquer le régime était considéré comme un monsieur envoyé en prison parce qu'il commettait ce qu'on appelait l'infraction de lèse-majesté. Donc, on ne peut plus rentrer à ça parce que c'est inadmissible dans un état de droit, dans un état démocratique. Dans un état de droit, la démocratie, c'est que les cours et tribunaux doivent être au-dessus de tout le monde. Ils sont là pour protéger tout le monde, surtout protéger les faibles. Les faibles, ce sont les autres citoyens qui ne sont pas au pouvoir. C'est-à-dire, vous et nous, les opposants, nous sommes des faibles parce que nous ne pouvons pas utiliser la police pour aller régler des comptes aux autres. Mais ceux qui sont au pouvoir peuvent utiliser la police, peuvent utiliser les moyens forts de l'État pour faire respecter leurs intérêts. Voilà pourquoi il faut que les cours et tribunaux soient au-dessus, qu'ils ne reçoivent pas des instructions, même pas de ces gens-là. Le collectif a fait son travail. Le collectif n'a pas séché. Le collectif
a utilisé les moyens de défense à sa disposition, a soulevé toutes les exceptions qui étaient nécessaires pour renforcer, consolider la défense de l'honorable Diomi Ndongala. Mais malheureusement, nous avons eu affaire, finalement nous les comprenons, au regard des éléments que nous avons à notre possession, que les juges qui étaient là n'étaient pas disposés à prendre en compte ce que les avocats soulevaient pour les besoins de la défense de leurs clients. Ils étaient là pour seulement conduire les procès dans une seule direction, c'est-à-dire aller vite à la condamnation. C'était ça. Et à un moment donné, vous vous rappellerez, c'était le 12 d'ailleurs, à l'audience du 12 mars, pour ceux qui étaient avec nous dans la salle, les avocats avaient décidé de quitter la barre parce qu'ils avaient demandé à la Cour de constater qu'il y avait une contestation sérieuse en ce qui concerne la filiation des filles avec celui qui était à la barre comme prétendu père. Et que, conformément au code de la famille, lorsqu'il y a une pareille contestation, cette question, la Cour devait s'y asseoir, laisser que le tribunal compétent, et dans le cas d'espèce c'est le tribunal de paix, examine d'abord cette question. Disent si oui ou non, au regard des éléments, ces messieurs étaient réellement les pères de ces filles. Parce que, vous savez, c'est une question importante. Aujourd'hui, ces filles-là sont allées maintenant devant les juges de TGI pour demander des dommages-intérêts. Mais il fallait d'abord qu'on démontre si réellement c'était leur père, celui qui avait agi à l'époque comme plaignant, qu'on sache en quelle qualité, parce que lui prétendait être leur père, alors que selon les informations qu'elle détenait, ce monsieur-là n'a jamais été leur père. Il était considéré, selon les informations à leur possession, comme quelqu'un qui a été utilisé dans les montages politico-judiciaires afin de justifier l'arrestation de l'honorable Eugène Diomi Ndongala. Mais la Cour a refusé, a dit qu'elle joignait cette exception au fond. C'est si que les avocats étaient fâchés, on dit nous ne pouvons pas accepter de continuer à cette allure-là, ils se sont retirés. Mais je vous informe que dans les pratiques judiciaires, lorsque quelqu'un est poursuivi devant un juge et que les avocats viennent acquitter, l'attitude du juge, ce n'est pas de continuer. L'attitude des juges, c'est d'abord de demander à la personne, vos avocats sont partis. Acceptez-vous de vous défendre seul ou vous avez besoin d'un délai raisonnable pour que vous puissiez soit rediscuter avec eux, pour les convaincre à revenir, ou que vous puissiez recourir à d'autres avocats. C'est ça l'attitude responsable d'un juge indépendant et juge impartial. Mais ce n'est pas ce qui a été fait dans les cas d'espèce. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là, parce que demain après-demain, vous pouvez être sollicité par un membre de famille, un ami qui vous appelle et qui dit par exemple, Cyril, expliquez-moi, vous avez l'habitude de faire des reportages sur les dossiers judiciaires. Dites-moi un peu, là je suis devant un juge, est-ce que puis-je accepter de répondre ou je peux